récidiviste. La suite du 18h. Oui ou non à la remise en cause des aménagements de peine? Michèle Alliot-Marie, confronté à la hausse de la délinquance, adopte donc le ton de la fermeté jusqu'à souhaiter un durcissement des règles sur les aménagements de peine. Avant d'accueillir nos deux invités pour en débattre, Delphine Girard. Un seul détenu par cellule et des alternatives à la prison, cela faisait partie des modifications votées par le Sénat lors de l'examen en première lecture du projet de loi pénitentiaire. Dans une semaine, les députés vont à leur tour se pencher sur ce texte et le gouvernement entend bien revenir à sa version initiale. Pour la garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie, le détenu doit en effet pouvoir choisir d'être seul ou non. Que nous propose la ministre et puis l'Assemblée nationale, il nous propose de laisser le choix de l'encellulement collectif ou individuel au libre choix du détenu. Ça veut dire que dans les maisons d'arrêt, il y a 80% des détenus, si on suit la pétition qui avait été faite il y a quelques années, il y a 80% des détenus qui vont demander l'encellulement individuel. Et la ministre dit « je ne veux plus de moratoire », mais elle sera bien obligée de le prendre, le moratoire, puisqu'on sera incapable d'accorder à ces détenus l'encellulement individuel qu'ils vont demander. En ce qui concerne les aménagements de peine, la ministre n'a pas souhaité que les récidivistes et les délinquants sexuels en bénéficient, comme l'avait voté la Haute Assemblée. Dans un communiqué, les sénateurs socialistes dénoncent les revirements de la majorité. Ils estiment que les aménagements de peine ne sont pas des cadeaux faits aux détenus. Les invités du 18h, Pierre Botton, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été un condamné célèbre. Votre vie, après les affaires, après la prison, eh bien, vous amène à prendre position dans le débat qui nous intéresse aujourd'hui. Avec nous également Stéphane Maître, avocat. Bonsoir, vous êtes membre de l'Institut pour la justice, qui est une association qui défend les victimes. Alors, faut-il, oui ou non, donner un coup de frein aux aménagements de peine? Les aménagements de peine, c'est par exemple une semi-liberté ou bien le bracelet électronique. Stéphane Maître. Alors écoutez, il n'y a pas d'opposition obtue et par principe sur l'aménagement des courtes peines, mais la difficulté avec le projet de loi pénitentiaire, c'est que ça ne concerne pas que les courtes peines. Il y a deux difficultés avec ce projet de loi. Il y a deux articles qui posent difficulté. L'article 46 et puis l'article 48. L'article 46, c'est un article qui prévoit de faire passer de 1 à 2 ans le quantum de la peine jusqu'auquel l'aménagement de peine deviendra quasi systématique. Et alors, on a une remarque sur ce sujet-là qui est très importante et qui fait débat aujourd'hui. 2 ans de prison ferme, on n'est plus dans la petite délinquance. Et c'est vrai que nos sénateurs et nos députés vont visiter les prisons et je crois qu'ils ont raison de le faire, mais il faudrait aussi qu'ils visitent également nos audiences correctionnelles, nos salles d'audience, et ils verraient à quel point une peine de 2 ans de prison ferme est prononcée dans des cas déjà très graves ou bien dans des cas de multirécidive. Et 2 ans de prison ferme, c'est une peine qu'on voit peu prononcée. Il y a de la gravité quand on entend ce type de peine tomber. Et tous les condamnés à 2 ans de prison ne seraient pas forcément bénéficiaires d'une remise de peine. Là, il y a la libre interprétation et le libre arbitre du juge d'application des peines. Alors, eh bien, précisément, c'est la deuxième difficulté. Car la deuxième difficulté, c'est l'article 48 qui rend pratiquement automatique, systématique l'aménagement de peine jusqu'à ce seuil de 2 ans. Pourquoi ? Parce que on est dans un dispositif tel qu'il est prévu, où le condamné n'a même plus besoin de faire la demande d'un aménagement de peine. C'est l'administration pénitentiaire qui présente le projet à sa place, et le juge d'application des peines ne se penche pas forcément sur ce cas. Il est invité à homologuer un projet de sortie sans forcément qu'il y ait ce débat contradictoire qui est nécessaire pour apprécier un aménagement de peine. C'est ça qui pose problème. Pierre Botton. Moi, je veux juste parler des conditions de détention. Voilà, c'est quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde fait un constat, on fait des rapports depuis 20 ans, que ça ne va pas, tout ça. Très bonne intervention des sénateurs. J'ai rencontré d'ailleurs ici le président Hayes, de la commission des lois, avant, qui connaît très très bien le dossier. La question est de savoir si on continue dans cette voie-là ou si demain, monsieur Grossior, on change les choses sans un franc. C'est-à-dire que si aujourd'hui, pour un délit autoroutier, alors que vous êtes présumé innocent, vous allez être, s'il y a une conjoncture, pas de magistrat pour vous juger, que c'est un week-end, ou un mandat d'amener avec vous, vous allez être, alors vous êtes présumé innocent, mis en maison d'arrêt. Et dans cette maison d'arrêt, vous risquez d'être collé avec un récidiviste, avec un délinquant sexuel, vous êtes présumé innocent.
Donc je pose juste une question. Vous considérez qu'on entre beaucoup trop facilement, qu'on est envoyé beaucoup trop facilement en prison, je juge et pas vous, ça. vous estimez qu'on y va pas suffisamment. Moi, je juge pas ça du tout. Moi, je juge pas les lois et tout ça, puisque je dis très clairement que moi, la justice a sauvé ma vie et que je méritais la prison. Donc c'est très clair. Je dis seulement... Vous allez nous expliquer pourquoi, parce que ça vous a servi de leçon. Oui, mais j'en avais besoin. Je dis seulement qu'il est totalement anormal que la prison détruise des vies, qu'il y ait des gens qui se suicident en prison, et que des gens qui sont présumés innocents aient à côtoyer des multirécidivistes, des primo-délinquants, alors que c'est tout à fait possible de faire l'inverse aujourd'hui. D'accord, vous nous dites que la prison ne doit pas détruire les vies des coupables. Bien sûr. Moi, je crois que là-dessus, on est au moins tous d'accord. Mais est-ce que ça n'est pas le cas aujourd'hui, quand on voit la situation dans les prisons qui sont déjà surpeuplées? Est-ce qu'il ne faut pas prendre des mesures pour alléger la pression? Alors, vous savez, il y a dans ce projet de loi pénitentiaire, dont on parle beaucoup, il y a deux volets. Il y a un premier volet, sur lequel je crois on se rejoint beaucoup, les uns et les autres, professionnels, mais également commentateurs du projet. C'est tout ce qui vise à améliorer les conditions de détention des détenus. Et il est vrai qu'il n'est pas possible de continuer sur la voie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Mais il y a un deuxième volet qui est celui consacré aux aménagements de peine. Et c'est celui-là qui pose des difficultés, avec une nuance importante par rapport à ce qui vient d'être dit. Nous ne sommes pas là dans des cas de détention provisoire, nous sommes en présence de personnes condamnées. Il y a dans le projet de loi, à propos de la détention provisoire que vous évoquez à juste titre, des dispositions qui sont parfaitement satisfaisantes. Je crois que quand il est question de la présomption d'innocence, on ne transige pas, et c'est vrai qu'il faut limiter, comme le fait ce projet de loi, encore un peu plus les possibilités de mise en détention provisoire. Mais là, pour le volet 2, il s'agit d'aménagement de peine, de condamnés qui purgent une peine prononcée par un tribunal. C'est différent. Deux réponses. La première, le projet de loi ne convient pas du tout dans la première partie, parce qu'à chaque fois qu'il y a une amélioration, il y a écrit derrière à la discrétion de l'administration pénitentiaire. Alors je peux vous raconter des anecdotes, on n'a pas le temps, j'ai connu ça. Racontez-nous. Je vais vous raconter quelque chose de très simple. Le code de procédure pénale changeait le 31 mars 1993. Et le 31 mars 1993, on disait qu'on ne mettait plus les menottes aux détenus quand on les extrayait. Moi, le 2 avril, je suis entendu par le juge Courroy, donc on vient me chercher et on me met les menottes. Je ne comprends pas. Donc, quand j'arrive chez Jules Courroy, ma première chose que je fais, c'est je lui dis pas bonjour, je lui montre les menottes. C'est quelque chose de très dur, les menottes. Vous sentez le faire, c'est quelque chose de très très dur. Et à ce moment-là, je me tourne vers mon avocat, je suis désolé maître, et je lui dis qu'est-ce que c'est, pourquoi? Et le juge Courroy dit vous avez mal lu, maître. Effectivement, on n'entrave plus les détenus, sauf s'ils représentent un danger pour leur propre sécurité. Et je considère que M. Botton représente un projet pour sa propre sécurité. De ce fait-là, j'ai été entravé jusqu'à la fin. Et le projet de loi est rempli de cette phrase-là, de cette phrase qui est « sauf discrétion de l'administration pénitentiaire ». Et donc, il va se passer ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que rien ne change, rien ne change. Mais je répète, maître, vous avez dit quelque chose de très juste, on a une possibilité de surveillance qui sont tous les députés, tous les sénateurs ont accès H24 dans les maisons d'arrêt. Tout ça, ça représente 800 députés, 800 parlementaires. Je pense que si jamais ils allaient dans les maisons d'arrêt, ils exerçaient ce droit-là, croyez-moi, je pense que l'administration pénitentiaire ferait un petit peu attention. Et la deuxième chose, excusez-moi, pour ce qui concerne la deuxième partie, bien entendu, pas plus quelqu'un qui a un crime de sang ne doit être mélangé à quelqu'un qui a fait un trafic de drogue ou à quelqu'un qui est primo-délinquant. Parce que c'est comme ça qu'on crée de la récidive. Le problème de la récidive, maître, est-ce que vous estimez qu'il ne faut pas des aménagements de peine pour éviter justement que certains détenus, au contact d'autres caïds dans les cellules, soient poussés justement à réitérer leurs méfaits dès leur sortie de prison? Mais encore une fois, je crois vraiment qu'il faut distinguer les cas. Et c'est précisément ce qui, à notre sens, n'est pas suffisamment fait dans le projet de loi pénitentiaire, parce que c'est très important, pardonnez-moi d'y revenir. Vous avez raison, un petit délinquant ne tire pas profit d'un passage en prison, sauf qu'à un moment, au bout de multirécidives, il y a bien un moment où la sanction doit tomber. Mais bon, nous sommes là sur la petite délinquance. Mais le virage qui est pris aujourd'hui, c'est de doubler le seuil. On passe de 1 an à 2 ans, et encore une fois, pardon de me répéter, mais là, on change complètement de profil. Et j'ajoute une chose importante qu'on oublie souvent dans la discussion d'aujourd'hui, c'est que c'est pas simplement les personnes qui ont été condamnées jusqu'à 2 ans de prison qui vont bénéficier de ces dispositifs automatiques. Ce sont aussi les personnes à qui il ne reste plus que 2 ans à purger, alors qu'ils ont été condamnés à une peine plus importante. Donc on est aussi sur des profils parfois qui correspondent à des cas de dangerosité
important. Donc attention, c'est pas une position, il n'y a pas les répressifs d'un côté et puis les laxistes de l'autre. Je crois vraiment qu'il y a une réflexion à mener, et puis des... Oui, je peux permettre deux choses. La première chose, quand je suis rentré en prison, je ne savais pas où trouver un revolver ni de la drogue. Je suis sorti de prison, je savais où trouver un revolver ou de la drogue. Et pourtant, vous n'étiez pas un détenu VIP, Pierre Botton? J'ai fait 7 maisons d'arrêt. Le 7 maisons d'arrêt. seul quartier VIP qui existe, c'est le quartier de la Santé. Vous l'avez connu aussi? Je l'ai connu, bien entendu, mais j'ai connu aussi d'autres maisons d'arrêt. Et dans les cours de promenade, les autres détenus avaient cette expression, ils disaient « ils te la font mauvaise ». Parce que j'y restais 1 heure en cellule. Quand vous êtes exclu comme ça, vous êtes... Mais la deuxième chose, je veux reprendre pourquoi ce qui a marché pour moi ne marcherait pas pour un primo-délinquant. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? La sanction doit tomber. Bien sûr que la sanction doit tomber. Le problème, c'est que la sanction, elle doit tomber, elle doit être constructive, elle doit faire comprendre de la faute. Elle doit faire comprendre la faute. Dans les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement, on ne s'appuie absolument pas sur les surveillants qui sont sur le terrain. Les surveillants sont sur le terrain. Ils connaissent les détenus. On ne fait rien pour que cette sanction serve à quelque chose. On enferme, on relâche dans les mêmes conditions et on remet. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je ne dis pas que la sanction ne doit pas tomber. Bien sûr que la sanction doit tomber. Donc, est-ce que tous les deux, une question, est-ce que vous avez vu le film de Jacques Audiard, Le Prophète, qui change la vision sur la prison? Vous l'avez vu? Oui, moi oui, c'est un film, monsieur Bossier. C'est un film, c'est-à-dire qu'il représente 5% de la population